long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore une fois sur la chaîne Basket Session Reverse après le CQFR de ce matin. On se retrouve cette fois-ci pour un podcast. On est désolé, le podcast aurait dû avoir lieu hier. Normalement, on fait ça tous les lundis. Là, exceptionnellement, c'est le mardi. Mais pour le coup, ça va être un podcast un peu spécial parce qu'on va parler de la série entre les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers. Un duel entre Stephen Curry et LeBron James. Shai Mamou avec moi, évidemment. Pas de Théophile Messer pour cette semaine. Mais Shai, on a vraiment une série dingue. Je pense la série rêvée pour la NBA. C'est ça. Le choc entre les deux produits phares, je pense les deux plus grosses équipes niveau bankable de la NBA, avec deux des plus grosses stars de la NBA. Et on voulait parler un peu de ça, du coup, ensemble, revenir sur cette rivalité et puis sur cette série, évidemment. Et ouais, pardon, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais revenir sur ce que tu disais au début. Je pense que Adam Silver et les pontes de la NBA ont un petit peu stressé, à mon avis, au tout début des playoffs, en se disant qu'avec des Lakers qui étaient peut-être un peu fragiles, que les Warriors n'avaient pas l'air dans leur assiette, je pense qu'il y a eu plein de scénarios dans leur tête qui se sont créés, où ils ont un petit peu flippé des audiences et du rayonnement de la NBA sur les playoffs. Là, forcément, Warriors-Lakers, LeBron Curry, il y a l'intérêt médiatique sur le plan mondial, tout ce que tu veux aux États-Unis, il est forcément décuplé. Donc, c'est médiatiquement la série la plus intéressante et heureusement sportivement aussi, parce qu'avec ce qu'ont fait les deux équipes récemment et l'historique entre eux, forcément, ça va être une série. C'est peut-être la série qu'on va suivre avec le plus d'attention dans ces playoffs. C'est sûr qu'une série Kings-Grizzlies, sans rien enlever à ces deux équipes, en termes purement de marketing, j'imagine que la Ligue devait grincer des dents, tu sais, genre Sacramento-Memphis. Même si Sacramento avait une équipe vraiment chouette, quoi, et Memphis aussi, mais en termes de... Là, c'est la série pour faire exploser les audiences. Le Kings Lakers aurait pu, avec Ouais, le storytelling, la revanche des Kings, exactement. l'équipe qui monte, tu pouvais faire un truc. Vraiment, le pire pour la NBA, c'était Grizzlies Kings, parce que c'est super dur à vendre pour les autres fanbase, quoi. Pour les gros marchés autour de Los Angeles, New York, tout ça. Les gens, ils auraient du mal à regarder, quoi. À tort, Mais là, hein, mais... ouais, mais non, mais t'as fait raison. L'aspect marketing rentre en compte. On sait que de toute façon, c'est deux franchises qui ont des fanbases très larges. Puis en Californie, ça va vraiment être le choc. San Francisco, Los Angeles, tous les fans des Lakers qui sont devenus fans des Warriors quand les Warriors ont commencé à gagner, puis qui sont repassés fans des Lakers quand LeBron et Anthony Davis ont gagné leur titre. Ça va vraiment être une série sympa. Puis évidemment, les fans de LeBron contre les fans de Curry. Ça risque d'être la série où il ne faut pas regarder les réseaux sociaux, mais ça promet vraiment un beau choc. Ah, c'est clair. Et j'y pensais parce que ça a déjà commencé, en fait. Ouais. Chaque performance ou chaque match des Lakers avec LeBron, t'as les surréactions dans un sens ou dans l'autre. Quand il commence à traîner un peu la patte, et peut-être même nous les premiers, hein, on se dit, bon, ça y est, le prime est plus que passé. Moi, j'étais hyper défaitiste avec les Lakers toute la saison. Hein, et même au moment du trade qui s'est avéré être... Enfin, des trades qui se sont avérés être excellents, j'étais quand même un peu sceptique. Et même autour de LeBron... avec Anthony Davis et les problèmes de physique qu'on lui connaît. Bon, en tout cas, il y a toujours des surréactions d'un côté ou de l'autre. Les fans de LeBron parce qu'il a fait ça y est, c'est le GOAT. C'est pareil. Et puis Curry, là, c'est pareil. Les derniers jours, quand on regarde les réseaux, je pense qu'on adore tous les deux Stephen Curry. C'est peut-être le joueur le plus divertissant qu'on a jamais vu. Qu'on a vu de notre vivant, mais c'est pareil, on te dit tout de suite ça et c'est bon, après ce qu'il a fait au premier tour contre les Kings, c'est forcément C'est le le meilleur meilleur meneur. meneur. C'est le meilleur meneur de tous les temps. Alors, c'est un argument qui peut se défendre, attention, je dis pas que c'est ridicule de le penser, il n'y a pas de problème, mais c'est le côté péremptoire où c'est forcément comme ça, et si t'es pas d'accord, c'est que t'es trop vieux ou que t'as pas compris comment se jouer le basket. Donc c'est sûr que les réseaux vont être un endroit un petit peu périlleux dans les prochains jours, mais il faudra être capable d'apporter un peu de nuance dans tout ça. En tout cas, bon, avant qu'on parle vraiment de cette série, je te propose qu'on fasse quand même peut-être un petit retour historique. C'est la 5e manche entre Curry et LeBron. C'est la première fois Ouais. qu'ils se jouent à ce niveau-là. Ils avaient l'habitude de se rencontrer en finale. Il y a eu 4 finales de suite entre 2015 et 2018. Si je te parle donc quand LeBron jouait évidemment à Cleveland, hein, si je te parle de Curry contre LeBron,
Quel est, toi, le moment qui te vient en tête en premier? Est-ce que tu en as un truc qui t'a marqué plus que le reste sur toutes ces J'ai- finales de l'époque? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment où. Parce que j'ai mis du temps à les considérer comme des vrais rivaux parce qu'il n'y avait pas d'animosité particulière entre les deux. Ils n'étaient pas exactement sur la même timeline au départ. Parce que Il y a eu Curry un a peu de percé un peu jalousie, plus je tard. pense, à un moment. Mais Voilà, c'est ce que j'allais y venir. Je pense que LeBron n'a pas trop aimé un moment que. Tu sais, il y a eu un peu la narration. Ah bah, il est né aussi dans l'Ohio comme toi, à Akron. avec Ron, même hôpital. Voilà, même hôpital. Et finalement, il y a eu quelques. On s'est parfois posé la question est-ce que, au plus fort de la domination des Warriors, est-ce que Curry, c'est pas finalement le joueur de cette génération au-delà du débat du GOAT, stérile au possible, évidemment, mais je pense que LeBron, à un moment, a eu besoin de remettre les choses en place et qu'il a eu un peu d'animosité ou de jalousie, de ce que tu veux, pour Curry, que ça s'est retransformé en rivalité sportive auquel peut-être là on s'attendait pas forcément à ce qu'ils se retrouvent. Moi, je m'étais fait un peu une raison sur Ouais. les dernières finales entre les deux, quand il y avait encore KD à Golden State. Sinon, sur le moment, je pense quand même pour lui accorder ce crédit-là, la victoire de LeBron euh, lors des finales 2016 avec les Cavs où c'est un peu l'équipe de Curry contre l'équipe de LeBron. Voilà, c'est la seule fois où ça Mm. s'est vraiment produit finalement. Enfin, c'est la dernière fois que ça s'est produit en tout cas. Ouais. Parce que après, voilà, après quand tu as Kevin Durant, c'est quand même un paramètre dans l'équation qui change énormément la donne. Là, ce qui est bien, c'est que ça va être l'occasion de remettre un peu, peut-être un peu de piment de ce côté-là pour les futurs débats. Mais les finales où il porte son équipe, où ils sont menés 3-1, forcément, où il est MVP des finales en plus. Je pense que c'est aussi là-dessus que lui ça s'appuie quand il y a les discussions. Est-ce que tu penses être le GOAT? Lui va te dire oui parce que j'ai battu la meilleure équipe de tous les temps en saison régulière, avec le meilleur bilan en tout cas, Mm. euh, sans De la avoir plus de. belle des manières. Voilà, en remontant à 3-1, tout ça. Donc lui, c'est sa fierté en carrière, je pense que c'est vraiment d'avoir gagné avec Cleveland contre Curry dans ces circonstances-là, contre cette équipe-là. Donc évidemment, moi, c'est celle qui m'a peut-être le plus marqué parce que les deux suivantes avec Kevin Durant sont un peu plus anecdotiques et c'est peut-être un peu. C'est peut-être, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y avait un tel déséquilibre selon moi de niveau entre les deux Ouais. équipes qu'on n'a Alors que pas les pu. Cavs étaient Voilà. pourtant très forts à cette époque. Je Oui, crois que les bien gens ne se sûr. rendent pas compte de la puissance des Cavaliers de 2017, par exemple, qui se prennent un 4-1 très sec, Ah oui, alors que oui. c'était une équipe incroyable. Mais Mais après, je continue de penser qu'une équipe où Stephen Curry et Kevin Durant sont à 100% de leurs moyens physiques, tu mets à peu près n'importe qui autour, invincible. dans des proportions raisonnables, c'est invincible. Et je pense que LeBron ou qui que ce soit de la génération actuelle n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Donc là, c'est bon, là, ça va être c'est un contexte un peu différent. Je sais pas si toi, t'as un souvenir différent peut-être de leur rivalité. Non, le premier truc qui me vient en tête, c'est C'est ça. alors j'en ai deux, j'en aurai un secondaire, mais le premier truc, c'est d'abord les finales 2016. Je, Mm. je pense que la carrière de LeBron, il y a les finales 2013 qui me viennent vite et évidemment les finales 2016, je crois. C'est deux moments différents, mais c'est dur même de me souvenir. Alors moi, pour le coup, qui n'ai pas vu Michael Jordan en live, j'ai jamais vu un joueur aussi fort que LeBron 2016 et LeBron 2013. Mm. Les trois derniers matchs où il remonte, il y a le match où Kyrie, lui, met 41 points. Lui, il en met deux fois 41 points du coup d'affilée, Game 5, Game 6, puis il finit sur un triple-double Game 7, le bloc. Et là, je pense, et tu m'as tendu la perche sur autre chose, et qui est lié à mon deuxième moment. J'ai un moment qui est lié purement à la saison régulière. Les fêtes d'Halloween, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ah, tu veux Les dire fêtes d'Halloween quand ils ont où charrié, ils ont fait un gâteau avec le 3-1 et avec les tombes ouais. de Klay Thompson et Stephen Curry. Et je pense qu'à l'époque, en fait, il y avait une forme de jalousie et peut-être un peu de dédain ou de mépris de la part de LeBron envers Curry. Savoir que c'est. Alors, plus maintenant, évidemment, hein, si on suit leur relation, à un moment, il n'y a que du respect. Et aujourd'hui, ils te diront qu'il n'y a que du respect et c'est logique entre les gens. D'un moment, on se comprend, on se respecte. Mais pour ceux qui se souviennent un peu, je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. Hmm. Et il y a deux choses. Il y a déjà, Curry, ça a été le premier MVP à l'unanimité de l'histoire. Mais ça aurait dû être LeBron. Je pense que tout le monde sait que ça aurait dû être LeBron, tu vois. S'il n'y avait pas le journaliste qui avait voté pour Carmelo Anthony, Ah oui, c'est vrai. Carmelo Anthony en 2013. Et je pense que LeBron, ça, il l'a gardé en travers de la gorge, surtout lui qui est très narration et les accomplissements, ça lui tient à cœur, tu vois. C'est encore un argument de plus. J'ai été le premier MVP unanimité de l'histoire. Bon, ça aurait pu être Shaq aussi en 2000, hein, mais toujours est-il que ça a été Curry.
il y a eu cette équipe des Warriors qui, dans son style, l'insolence qu'elle dégage, euh, je pense à la manière dont elle a pu démanteler LeBron en 2015. LeBron qui était entouré, enfin, il n'y avait pas Kyrie, pas Kevin Love, les deux étaient blessés. Kyrie s'est blessé en cours de finale, Love était blessé avant. Je pense que tout ça, ça a fait monter un peu un espèce de mépris ou d'incompréhension, parce qu'au final, ces deux mecs, ils viennent du même endroit, mais ils ont des parcours complètement différents. Ouais. Tu vois, LeBron, ça a été une superstar depuis sa naissance, il vient d'un milieu difficile. Curry, c'est un fils de basketteur pro. Il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche quelque part. Et par contre, il n'a pas été présenté toujours comme une future superstar. Je pense voilà, que c'est des gars qui, à la base, n'ont pas tout pour se comprendre, mais qui, à un moment, sont tellement forts voilà, qu'ils sont obligés de se respecter et d'apprendre à s'apprécier. Et au final, on a eu jusqu'à LeBron qui a allé jusqu'à dire qu'il aimerait jouer avec Curry. Mais enfin, s'il pouvait choisir, il aimerait jouer avec Curry. Mais voilà, moi, le premier moment, c'est donc ces finales. Et le deuxième, c'était un peu l'évolution de leur relation, ce fil rouge, ce passage de ce qui, je pense, était une forme de jalousie. Il y a eu plein d'articles dessus. Hein. C'est pas juste des rumeurs. Hein. Il y a vraiment eu, même dans un livre du journaliste américain qui suit les Warriors, Thompson, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Marcus Thompson. Marcus Thompson, Ouais. je crois qu'il en parlait aussi, notamment avec Curry, qui ne comprenait pas trop pourquoi il n'était pas aimé par les LeBron James. Je pense que tout ça est derrière eux. Mais voilà, ça donne encore cette nouvelle page. Et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi pour le côté l'équipe de Curry contre l'équipe de LeBron. Il y avait vraiment ce côté-là en 2016 et je pense que c'était l'apogée des deux hommes, parce que ouais, les deux finales d'après sont moins intéressantes. C'était vraiment l'apogée de leur duel et là, ça nous promet, pour revenir maintenant du coup à 2023, ça nous promet un peu ce type de série, même si, est-ce que les Lakers sont toujours l'équipe de LeBron? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, Je sur un sujet épineux là. oui, pour le leadership, pour genre, s'il reste, on l'a vu dans la série, depuis le début des playoffs là contre Memphis, on l'a vu sur les matchs importants. Quand s'il reste peu de temps et qu'il faut aller marquer les paniers compliqués, le match où ils vont en prolongation, où c'est lui qui égalise et c'est lui qui fait le panier plus la faute en prolongation, c'est à lui qu'ils vont donner le ballon. Après, pour moi, et c'est pas pour casser, entre guillemets, c'est pas pour aller contre le sujet du podcast, parce que c'est vraiment, moi j'attends aussi ça comme un duel LeBron-Curry à bien des égards, mais c'est le joueur clé, c'est Anthony Davis. Enfin, aux Lakers, au niveau défensif, et encore une fois, là, je fais partie des ultra sceptiques sur le côté. Est-ce qu'il est capable de tenir physiquement sur toute une série, sur plusieurs séries? Malheureusement, il a très peu réussi à le faire. Mais quand il y arrive, là, c'est le cas actuellement. Je touche vraiment du bois pour lui parce que quand il arrive à enchaîner les matchs, il est invraisemblable, c'est un joueur incroyable. C'est lui. Et c'est un joueur qui a déjà été très très bon contre les Warriors d'ailleurs en playoff avec les Pelicans. Voilà. Et donc pour moi, le joueur clé décisif, c'est Anthony Davis, parce que si Davis est à son niveau, les Lakers ont clairement une chance de passer. S'il est un peu diminué et pas, s'il n'est pas à 100%, ce sera plus compliqué. Si c'est vraiment du pur LeBron versus Curry, j'aurais plus tendance à dire que je vois plus Curry et son équipe l'emporter. Mais bon, après les pronostics, c'est un peu... mais est-ce que c'est encore l'équipe de LeBron? Oui, quand même. C'est l'équipe de LeBron, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui s'exprime, qui fait passer le mot d'ordre dans l'équipe sur ce qu'il faut dire, pas dire, faire, pas faire. C'est évidemment LeBron James qui continue de faire la pluie et le beau temps. Et même Anthony Davis, il a une admiration de type petit frère, grand frère avec LeBron. Voilà, ça se voit très clairement. Donc oui, c'est quand même encore leurs équipes, je pense. Ouais, je pinaille, je taquine, je provoque, mais je pense aussi que c'est l'équipe de LeBron James et je pense que de toute façon, ça sera le cas aussi longtemps que LeBron James joue en NBA, les équipes dans lesquelles ils seront sans doute les équipes de LeBron James, mais il y a une évolution dans ce rôle qu'on a déjà souligné. Je pense qu'on peut parler un peu de les Lakers, de leur qualif du coup sur les Grizzlies. Ouais. Ça a été une série intéressante. On sent qu'à Los Angeles, il y a quand même quelque chose qui se crée. Je t'avoue que moi non plus, même si les transferts des Lakers en cours de saison, je les trouvais intéressants, je ne pensais pas qu'à ce point, ça changerait le visage de l'équipe. Il y a quand même une vraie défense qui s'est créée et c'est là où, quelque part, on pourrait dire que c'est l'équipe d'Anthony Davis, c'est-à-dire que c'est le baromètre. Il a été monstrueux sur cette série. À lui tout seul, il a fait plus de contres que toute l'équipe des Grizzlies, alors qu'en face, il y avait quand même Jaren Jackson Jr., qui est quand même le Defensive Player of the Year. Davis, c'est simple, pour donner quelques stats, il a tourné à 20,8 points, 13,7 rebonds, 4,3 blocs et un différentiel de plus 11,5. Pour te donner un petit comparatif, celui de LeBron, c'est plus 3,8 par match. Davis, c'est plus 11,5. Davis et Reeves ont les deux plus gros plus-minus de l'équipe à Los Angeles.
je dirais pas que c'était les deux joueurs les plus importants, parce que LeBron était dans une espèce de rôle polyvalent, extrême, évidemment crucial. Mais voilà, le développement de Reeves, la manière dont Davis tient le choc, ça donne vraiment un style à cette équipe que je trouve très intéressant. Une équipe que j'ai l'impression qui se révèle en fait sur ces playoffs. Ouais, mais moi, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas. Enfin, avec ce qu'ils montraient pendant la saison, les adversaires éventuels qui allaient tomber sur leur chemin, parce que voilà, je l'ai répété plein de fois, je pensais vraiment que les Memphis Grizzlies feraient mieux, même en étant diminués. Là, vraiment, c'était. Quand on y repense, Clark et Adams, c'était vraiment. Il fallait pas que ce soit ces joueurs-là qui manquent, parce que Ouais. avec un Anthony Davis pas blessé, déjà, les trois quarts des équipes NBA sont en difficulté face à lui, en défense et même en attaque quand il est bien luné. Là, les Grizzlies, c'était trop compliqué. Donc, mais oui, au-delà juste des difficultés de l'adversaire, qui a été très décevant hein, sur tous les Ouais. plans, il faut tirer notre chapeau aux Lakers qui ont su justement ne pas faire de cette série juste des exploits de LeBron et d'Anthony Davis. Il y a eu un supporting cast, il y a eu une défense qui a été plus forte que prévu. Et ils ont complètement mérité de passer. Je veux dire, ils ont eu le sang-froid aussi pour pas tomber ils auraient pu tomber dans la provoque, un peu passer leur temps à chercher à répondre, à clasher les Grizzlies qui ont essayé d'aller sur ce terrain-là. Ça a été à leur détriment au final, alors que toute la saison, et ça s'était plutôt bien passé. Ils ont montré de la maturité, du sang-froid pour les role-players dont je parlais. Austin Reeves, t'as l'impression qu'il a joué plein de campagnes de playoffs, qu'il a l'habitude de ce rôle-là. Euh, Même d'autres joueurs qui ponctuellement ont apporté. Hein. Il y a eu des matchs où Hachimura était Ouais, bon. Hachimura. D'Angelo Russell a fait un excellent dernier match. D'ailleurs, là, maintenant que j'y pense, mais ça va être un peu le revenge game pour D'Angelo Russell contre les Warriors. Ça fait partie des trucs qu'on aura Il peut-être y a, oublié. tu sais, il y a le Curry vs LeBron et il y a le D'Angelo vs Jordan Poole. Même si Poole a jamais joué aux Lakers, ça met le duel des mecs qui sont là que pour lâcher un match à 30 points de temps en temps. C'est ça. Mais oui, pour cette qualif des Lakers, elle est complètement méritée. Elle s'est faite avec beaucoup plus de sérénité et de qualité par rapport à ce à quoi je m'attendais, quoi. Donc j'étais pas du tout optimiste pour les Lakers, quel que soit l'adversaire au premier tour pour la suite des playoffs. Là, je me dis s'ils sont dans cette configuration-là, il y a quand même ils ont quand même quelque chose vers cette relation Anthony Davis-LeBron James. C'est ce qui les a fait gagner le titre il y a pas si longtemps. Et ils sont pas si mal entourés que ça. Et ces fameux trades à la deadline que à l'époque je jugeais trop tardifs, ils ont quand même une chance d'être payants au bon moment. Voilà. Après, est-ce que c'est quand même un autre animal qui va se dresser face à eux? Enfin, dire, les Warriors, c'est pas ces Grizzlies qu'on a vu là. C'est une équipe qui certes a galéré contre les Kings, mais attention quoi. Là, les Lakers, c'est le révélateur, il est vraiment maintenant. Oui, parce que là, par exemple, les Lakers sont terminés avec la meilleure défense du premier tour. Hein. Ils ont Mhm. encaissé que 102 points sur 110 possessions. Mais quelque part, ils jouaient contre une équipe qui est offensivement très, très, très limitée. On l'a déjà dit Ouais. plusieurs fois sur Memphis. Manque d'adresse extérieure. Desmond Bane a fait sa série et Ja Morant. Enfin, les stars n'ont pas été mauvaises, mais il y a un vrai problème pour marquer des points. Là, comme tu l'as dit, c'est un autre animal. Va falloir défendre fort. Je ne sais pas qui va être envoyé sur Curry. J'imagine que c'est Jared Vanderbilt qui va devoir s'y Ouais. coller, mais il ne va pas pouvoir faire le taf tout seul. Austin Reeves va aussi devoir prendre le relais de temps en temps. Enfin, ça va être une vraie. Comment stopper Curry, comment ralentir Curry du côté des Lakers, tout en maintenant un certain flow offensif, parce que pour le coup, les Warriors, ils savent aussi faire des stops. Euh, je- Ça va être un tout autre défi, je pense. Moi, honnêtement, là, c'est en brut, hein, sans être rentré vraiment dans de l'analyse profonde et sans connaître les plans de Darvin Ham, qui a sans doute de très bonnes idées. Hein. Il a probablement des options pour le faire, mais je vois pas qui va empêcher Curry, avec l'avantage du terrain, Ouais, de contre dominer 7. la série. Je vois pas. Ça veut pas dire que je dis pas qu'il y aura 4-0. Je dis pas que ça va être mais juste, enfin, on a vu que Curry, quand Curry est le meilleur joueur de la série et qu'il prend les choses en main, comme contre les Kings sur le dernier match, voilà, on en a parlé en long et en large, invraisemblable de classe et d'un niveau grotesque, quoi. Je sais pas quelles armes ils ont à leur disposition pour vraiment, vraiment le gêner durablement. C'est-à-dire que par le passé, on a déjà vu des joueurs ponctuellement embêter Curry en jouant très très physique, type Della Vedova, tiens, pour revenir
sur les Ouais. séries. Voilà, c'est déjà arrivé que sur 2-3 matchs, il pose des problèmes. Mais c'est à une époque où il était un peu. Même si là, il a 35 ans, il est plus Il était solide plus physiquement. frêle. Ouais, Voilà. exactement. Je Tu suis vois tout à comment fait il d'accord. Il résiste. est Comment plus il résiste. athlétique. Ouais. Voilà, il résiste aux. Alors, Meilleur son pour défense en driver et attaque. tout. Voilà, il résiste aux impacts, les contacts, il les absorbe 10 fois mieux. Alors, je dis pas qu'il va forcément, si un mec joue ultra dur sur lui, que ça va forcément tout le temps être à l'avantage de Curry, mais je pense qu'il a plus peur d'aucun type de défense et que quand il n'est pas blessé, eh ben, il y a aucun joueur qui peut durablement le gêner. Donc là, sur cette série contre les Lakers, j'ai un peu de mal à voir qui va l'empêcher de ressortir avec 4 victoires. Et j'aime bien le fait que tu le lances sur ce côté meilleur joueur de la série. Je trouve que c'est quand même un vrai indicateur. Je sais que, enfin, on sait tous que c'est un sport collectif, mais au final, il n'y a que 10 mecs sur le terrain. Et quand tu as un gars qui est vraiment plus fort que les autres, ça fait quand même vachement une différence. Je pense que là, si on prend au final chaque série du premier tour et qu'on réfléchit qui a été le meilleur joueur de la série, on va voir que c'est son équipe qui est passée. Soit par exemple, Anthony Davis a été le meilleur joueur de la série contre les Grizzlies. Jimmy Butler a été le meilleur joueur de la série entre le Heat et les Bucks. Jalen Brunson a été le meilleur joueur de la série entre les Knicks et les Cavaliers. Tu vois, je pense qu'on peut comme ça aller sur la liste. Je pense que là, honnêtement, et ça rejoint ce LeBron vs Curry, c'est que pour le coup, LeBron, ça lui est arrivé d'être le meilleur joueur de la série, mais il y avait tellement d'écart entre les deux équipes parce qu'il y avait en face des Klay Thompson, des Curry, des Draymond Green, des Kevin Durant à un moment. Là, pour le coup, je pense que Stephen Curry a de vraies chances d'être le meilleur joueur de la série. C'est l'ironie, tu vois. Je trouve que les Lakers, aujourd'hui, c'est vraiment un collectif. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, de Davis et LeBron. On sait que voilà, leur association, ça a pu mener au titre. Mais cette année-là, ça a mené titre quand les deux étaient vraiment au sommet, enfin, étaient très, très forts individuellement, et il y avait des role-players autour qui apportaient. Là, j'ai l'impression qu'honnêtement, Los Angeles, c'est pas une équipe. Enfin, il y a 2 stars, mais c'est pas une équipe portée par 2 stars. C'est vraiment une équipe portée par son collectif et sa défense. C'est vraiment l'impression que j'ai eue sur ce premier tour. Austin Reeves, Hachimura, ils ont eu un impact énorme. Et on n'a pas eu le meilleur de LeBron en attaque. Ouais. Il a fini à 19% à 3 points, 67% en lancé, que 5 lancés tirés par rencontre, 22 points. Son plus petit taux d'usage de l'histoire des playoffs, de son histoire en playoffs. Donc un joueur qui porte de moins en moins la balle, c'est Reeves, la première option sur pick and roll aux Lakers. Il faut s'en rendre compte. C'est pas LeBron James. Je pense on n'a jamais vu ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a plus un rôle important en attaque, mais en tout cas sur ce premier tour, il a donné l'impression qu'il n'avait pas toujours le jus pour autant agresser balle en main. Alors il est dans la gestion. Ouais, il est peut-être dans la gestion. C'est là où je vais venir. Je me dis, en fait, là, sur ce deuxième round, pour que les Lakers y gagnent, non seulement ils ont besoin de tout ce côté collectif, mais ils ont aussi besoin qu'en fait, LeBron soit capable d'être le meilleur joueur de la série. Est-ce que LeBron, aujourd'hui, à 38 ans, il peut encore être le meilleur joueur d'une série contre Stephen Curry, qui a quand même 3 ans de moins, qui, lui, m'a l'air d'être au sommet de son art. Tous les Browns qu'il est, ça n'enlève rien à sa carrière. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à stade de leur carrière, est-ce que LeBron peut être le meilleur joueur de cette série? Ça va être dur parce que j'ai ce sentiment qu'il est dans la gestion, comme je disais. Et je veux dire, c'est pas du tout. Faut se rendre compte que le type a 38 ans, mais il y a des gars de 38 ans qui n'ont pas le kilométrage qu'il a, le nombre de minutes, tous les matchs de playoff joués. Enfin, sa longévité, ça reste, je veux dire, le meilleur argument de ses partisans pour dire que c'est le meilleur, c'est qu'il a une longévité qui est totalement affolante. Après, j'ai quand même eu l'impression qu'il était souvent dans la gestion et qu'il gardait, tu sais, un peu, je sais pas, comme s'il accumulait un peu d'énergie. Voilà, et puis dès qu'il sent que c'est c'est inévitable et qu'il faut le faire parce que c'est le moment et qu'il n'y a personne d'autre qui est capable. Et là, il lâche toute l'énergie et il reste inarrêtable comme. Il est même presque encore plus fort physiquement là, dans ses drives, dans sa manière de pénétrer. J'ai pas l'impression qu'il a 38 ans, il me paraît pas moins fort qu'avant. Il se fait pas pour autant contrer près du cercle. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis pas sûr qu'il soit capable, sur toute la durée d'une série, constamment, sur tout un match, d'être le meilleur joueur de la série. Là où Curry peut... même si lui aussi doit être géré, hein, on en parlait l'autre jour, mais Kerr est conscient qu'il a besoin parfois que Curry souffle 2-3 minutes et il est prêt à prendre même des temps morts juste pour ça. Curry, je pense que là, au niveau de l'endurance, quand tu le vois encore, toutes les courses qu'il fait, l'activité qu'il a, il est un cran au-dessus en termes d'endurance et de capacité à répéter les efforts, notamment offensifs. Après, si LeBron va avoir besoin, comme tu disais, que les joueurs autour soient là et remplissent bien leur rôle, que ce collectif qu'on a vu presque naître, parce qu'il était inexistant en début de saison,
avant qu'il y ait tous ces changements d'effectifs. LeBron va avoir besoin que, quand il ne sera pas en capacité d'être ce bulldozer qu'on connaît, même s'il a besoin que de 5 ou 10 minutes pour souffler, il va avoir besoin que les autres soient là. Donc pour répondre à ta question, je pense que non, Curry me paraît être la meilleure individualité de la série offensive, et LeBron reste un monstre absolu. S'il reste, comme je disais tout à l'heure, s'il reste 3 minutes, ils vont pas donner la balle à Austin Reeves ou à Schroeder, où je pense que LeBron va continuer de prendre ses responsabilités quand il faudra, au moment où il le faudra. Tu vois, je trouve que LeBron, il arrive toujours à driver, évidemment, mais j'arrive pas à l'imaginer sur toute une série, pas sur un match, bien sûr. LeBron est capable de... Et après, voilà, peut-être que LeBron aussi, quelque part, il sait monter en puissance au fur et à mesure d'une campagne de playoff, donc faut toujours se méfier. Juste, je me dis, est-ce que LeBron, aujourd'hui, il peut, sur 4 matchs de la série, pendant tout un quart-temps, mettre 20 points de suite? Tu vois, le genre de trucs qu'on pouvait voir avec Cleveland. Qu'il le fasse une fois ou deux, j'arrive à y croire. Qu'il le fasse 4 fois, bon, après, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de le faire 4 fois. Peut-être qu'effectivement, comme tu l'as dit, les Lakers peuvent gagner autrement. Mais sur ça, j'attends un peu de voir. Après, quand tu pars de tellement haut que LeBron, aussi haut que LeBron, quand on parle de déclin, c'est évidemment pas le même déclin d'autres joueurs, quoi. Ça, c'est pas une insulte ni forcément quelque chose de négatif. C'est juste que y a l'âge qui est logique. Il y a un élément aussi dont on n'a pas parlé, mais il joue plus ou moins blessé. Enfin, il joue avec une blessure qui est latente et dont il va probablement se faire opérer à l'intersaison. Je pense qu'il est aussi en gestion là-dessus. Je ne l'ai pas dit, mais il avait dit qu'il était blessé c'était un tendon, au niveau du pied, il me semble. Il est quand même pas à l'opération, mais voilà. Et donc il est pas à 200%. On sait que il a ce côté cyborg où il résiste. Il a très longtemps résisté à toute forme de blessure un peu sérieuse. Mais à 38 ans, quant à ça, je pense aussi qu'il est dans la gestion de ce côté-là. Et c'est là où ça me paraît pas si simple pour les Lakers et pour LeBron tout court, parce que les Kings ont montré que quand même pour pousser les Warriors dans cette match, il fallait quand même avoir un sacré répondant offensif, parce que voilà les moyennes de points qu'il y a eu sur la série, les coups de chaud offensifs que les Kings ont été capables de démontrer. Et l'adresse extérieure, parce une que adresse il n'y a extérieure. pas d'adresse extérieure à Los Angeles. C'est pas le point fort de l'équipe. C'est ce qui me fait dire que ce sera compliqué pour les Lakers. Mais on a quand même appris avec le temps à ne pas mettre LeBron James de côté ou les équipes de LeBron de côté. Sur la fierté, le côté legacy qui est très important aussi, parce que au niveau du nombre de bagues, si on veut rester dans la comparaison Curry-LeBron, là, cette campagne de playoff, elle peut aussi être décisive pour la place que tu laisses dans l'histoire aux yeux des gens qui sont essentiellement intéressés par les bagues et le nombre de titres que tu laisses derrière toi quand tu pars en retraite aussi. Surtout que je pense qu'en fait, ces deux équipes, elles ont un vrai shot pour le titre. En fait, Bien sûr. Cette ligue est très, très ouverte cette année. Milwaukee est sorti. Boston fait preuve de suffisance. Alors, Denver est très solide. Phoenix est sans doute solide et joue juste contre une équipe extrêmement solide comme les Nuggets. Mais il y a la place. Il y a vraiment la place pour aller chercher un titre. Effectivement, du coup, cette série a encore plus d'enjeux, quoi. C'est pas juste un deuxième tour. Je pense que c'est pas non plus une finale avant l'heure, parce qu'il y a des grosses équipes, mais il y a une vraie opportunité d'aller chercher une bague. Juste maintenant, vu que j'ai été un peu provocateur sur les Lakers, je vais l'être aussi sur les Warriors. Je pense que, pour le coup, juste pour finir avec LeBron, par contre, juste d'abord, je pense que les Warriors ont des joueurs à envoyer sur LeBron. Que ce soit Wiggins, que ce soit Draymond Green, que son pote. Je sais que je vais te chauffer avec ça. Que ce soit Moses Moody, ou Gary Payton. Bon, Dante Vincenzo et Gary Payton sont peut-être un peu légers, mais eux aussi peuvent faire le taf. On peut en parler après de Green si tu veux, mais juste petite question qui est pour moi l'interrogation aux Warriors. Je t'avais déjà posé un peu cette question dans un CQFR. Quelle est la deuxième star des Warriors en fait? Qui va derrière Curry va faire la différence aux Warriors? J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de deuxième star. Ils vont devoir. J'en ai un en tête, mais ils vont devoir faire ça à tour de rôle en fait. Enfin, le truc c'est que là je vois pas quelqu'un dont je me dis tous les soirs il va. Dire Clay par la force des choses est plus irrégulier. C'est même pas de sa faute. C'est déjà formidable qu'il soit là et qu'il soit encore capable de temps en temps de claquer un match à 30 points, d'être encore un joueur plus que respectable. Mais oui, je me dis pas oui c'est la deuxième option évidente comme les Anthony Davis par exemple. Je sais qu'il voilà. C'est compliqué. J'aurais envie de dire que si il a accumulé assez de minutes
qu'il a repris un peu le truc. Peut-être Andrew Wiggins, peut-être. Bah, pour Mais moi, c'est clairement le facteur X, pour moi, Wiggins. ouais. Parce que je vois pas qui va défendre sur Wiggins pour le coup. Tu vois, si on reste sur cette histoire d'opposition, de match-up, je vois pas qui va stopper un Wiggins qui serait athlétiquement en forme. Hmm. Euh, je pense que c'est vraiment la clé pour Golden State, c'est que Wiggins il puisse jouer, il puisse apporter vraiment des points, quoi. Que derrière Curry, que tout le jeu ne tourne pas autour de Curry, qu'il y ait moyen de jouer des isolations sur Wiggins, qu'il y ait moyen que Wiggins punisse. Parce que ouais, je vois pas. Ah si, Hachimura peut défendre sur lui par moment, mais Ah, ça, enfin, ça le fera pas sur l'ensemble d'une. Enfin, voilà, sur je pense l'ensemble de la pas. série. Un Wiggins en forme sur l'ensemble de la série, ça me semble être une vraie clé pour Golden State. Mais alors, est-ce qu'il peut le faire? Parce que là, on l'a vu plutôt pas mal pour un mec qui a manqué 25 matchs. Je veux dire, il est intéressant, mais Ouais. il n'est pas encore au niveau qui était le sien sur les playoffs de l'année dernière et surtout sur les finales de l'année dernière. Mais oui, ça me paraît être essentiel qu'il soit là des deux côtés du terrain d'ailleurs, hein, parce que Ouais, parce que lui, il il va va devoir aussi. défendre sur les bras. Voilà, lui, par contre, il va devoir faire ce qu'il peut de ce côté-là. Euh, oui, je pense que je suis d'accord là quand j'y réfléchis comme ça. Sur le coup, je vois pas d'autre. Après, je dis ça, peut-être que Clay va retrouver sa régularité. Il a dit qu'il attendait depuis le début de sa carrière de jouer contre les Lakers pour montrer. Voilà, c'est Ah, il aura l'équipe, ses games. Ouais, l'équipe de une son c'est père. l'équipe de son père et c'est un Californien. Voilà, donc ouais, je pense que Clay fera ses matchs, mais et puis, je veux dire, c'est tellement les styles de jeu des Kings et des Lakers sont tellement, enfin, diamétralement opposés que j'arrive pas à me convaincre que Golden State aura besoin des mêmes choses que contre Sacramento enfin, tu vois, donc ce seront peut-être pas les mêmes joueurs qui vont briller, peut-être que bêtement, peut-être qu'un Jordan Poole qui a été Mais assez, voilà, alors, catastrophique, on va pas non plus l'enterrer le pauvre, il n'a mais pas été bon en tout cas. défensivement ultra pénalisant et beaucoup d'erreurs un peu bêtes en attaque sans avoir la réussite insolente qu'il a déjà montré par le passé. Peut-être qu'un Jordan Poole dans une série comme ça, il aura plus de champ, plus de confiance et que là, ce sera le mec qui va mettre les 25 points sur 2 ou 3 matchs dont auront besoin les Warriors. Donc c'est plus compliqué de se baser sur ce qui s'est passé juste avant, je trouve. Je te rejoins, mais à 200%. Je pense qu'en fait, un Jordan Poole, c'est paradoxal. Je pense que les Lakers sont plus forts que les Kings. Je me permets de le dire comme ça, ou en tout cas, ou peut-être que ça se vaut. C'est deux très bonnes équipes. Par contre, je pense que le profil des Lakers colle peut-être mieux aux Warriors, en fait, sur ce match-up. Et du coup, et notamment colle mieux à Jordan Poole. Jordan Poole contre les Kings, ça allait trop vite pour lui, en fait. Il est Mm. exposé. Alors, il ne fait pas toujours les efforts, on va pas voir pas du tout les efforts. Et c'est un vrai problème. Mais il y a plein de joueurs qui peuvent l'exposer. Les Malik Monk, les De'Aaron Fox, ça va tellement vite. Euh, C'était vraiment pas une série pour lui. Là, contre les Lakers, je pense qu'il aura un peu moins de pression en défense. Et ça peut lui permettre de se remettre en confiance et lui de cartonner. Et voilà, on parle de facteur X. Je pense que Jordan Poole, euh, voilà, pour vous donner ses stats en playoff, pour l'instant, c'est 12 points à 33% au tir et 25% à 3 points hein, sur le premier tour. Mais Jordan Poole, on l'a vu l'an passé par moment, pas sur l'ensemble de la campagne, mais par moment. Quand il prend feu, ça donne vraiment quelque chose à Golden State. Et je pense que en tout cas pour lui, c'est le moment ou jamais. Je pense que s'il se plante, je suis pas sûr qu'il porte encore le maillot des Warriors la saison prochaine. Tu vois. Ah bah, S'il se plante sur celle-là, je suis vraiment pas sûr qu'il porte le maillot des Warriors l'an prochain. oui, bah, de toute façon, la question, ça va être. T'as l'impression que s'il doit y avoir une reconstruction, c'est où il se débarrasse de Jordan Poole avec son nouveau gros contrat, ou il tourne la page Draymond Ah, de comme la ça, on même peut parler manière. de Draymond et les Lakers. Ça. Voilà, t'as remarqué, j'essaie d'y venir parce que ce qui, Je sais que tu veux ce lui qui me mettre rend une fou. cartouche. Il me rend fou. Non, mais c'est pas lui mettre une cartouche, c'est parce que Ah ben, j'ai ça j'ai me rend envie, bien. j'ai envie de voir s'il va défendre aussi dur et faire autant le caïd dans le sens dans le sens Non, dans le sens habituel ou ce qu'on connaît, comme il dans le faisait avec sens Sabonis. dans le sens agresseur. Attention, un joueur, défenseur fantastique, l'un des meilleurs de tous les temps, il n'y a aucun problème, il est incroyable. C'est un leader, c'est un mec qui est intéressant à écouter quand il parle de basket. Mais je veux le voir aussi agressif et aussi Draymond contre les Lakers, parce que j'ai pas l'impression que c'est ce qui va se passer en fait. Je trouve son. Alors, je veux dire, l'amitié avec LeBron, elle est honorable, il y a pas de souci en soi. Moi, je suis pas pour que tout le monde se déteste et que ce soit la guerre. C'était sympa hein, dans les 90s, c'était cool, chacun avait son équipe, on détestait l'autre, on fraternisait pas. Mais en fait, j'ai pas compris le revirement entre on est des rivaux vraiment durs,
on se respecte, hein, mais de la période de ces finales-là, hein, Ah, avec mais le coup. l'insulte. Attends, je suis pas sûr qu'il l'ait toujours respecté, c'est ça le Mais c'est pire. ça. En 2016, il Je me quand souviens même. plus des paroles, je me souviens plus Mais de moi, ce qu'il moi, avait dit. moi, je suis prêt à vous les dire, et c'est pas grave pour YouTube, il m'excuse d'avance, mais il lui dit quand même, t'es une salope, en regardant LeBron. Et LeBron lui dit, ouais, respecte-moi, je suis un père de famille. Et il lui répond, t'es une salope quand même. Et ça, Non mais, franchement, non mais le manque de voilà. respect est incroyable. Je suis Donc, un père d'une famille, et que le gars dise, ouais, mais t'es une salope quand même. C'est. entre ce trash talk-là, cette époque où il prend un match de suspension parce qu'il lui envoie un coup entre les jambes, Ouais. suspension décisive hein, s'il en est, Ah bah oui. voilà, et que comme ça, parce qu'ils se retrouvent dans la même agence, qu'ils ont peut-être appris à mieux se connaître, il a fait l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il le détestait de façon excessive, et ça se voyait sur le terrain, et là il l'aime de façon excessive. Alors, la news de ce matin, racontée encore par Marcus Thompson, où t'apprends qu'il a fait des pieds et des mains pour être mis par TNT, la chaîne sur laquelle il est consultant quand les Warriors jouent pas. Il a voulu absolument être envoyé sur le match où LeBron a battu le record de points de Jabbar. Il a fait des pieds et des mains, ça a pas. Kerr lui a dit non mais tu vois le signal envoyé à l'équipe, c'est c'est une équipe rivale. On va dire on n'est pas obligé de les détester de façon publique, mais va pas. Tu vas pas lui faire la parade, une parade pour le féliciter de son record. C'est un rival. Tu lui envoies un texto, c'est ton pote, tu lui envoies un message, tu dis bravo mec, c'est cool, mais là il voulait absolument être présent parce qu'il dit que Il y c'est avait un. match le lendemain en plus. Ah, c'est surtout le truc. Je veux dire, si le mec il est en vacances, il vient, il n'y a pas de souci. Mais ils avaient un match important contre Portland le lendemain, qu'ils ont gagné, justement. Mais tu vois, ce genre de comportement, et à chaque fois qu'on lui pose la question, il veut te montrer par A plus B que LeBron est forcément le GOAT, qu'il est. Enfin, c'est trop en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce revirement. Alors, je respecte leur amitié vraiment profondément. Je sais très bien que tout le monde s'entende bien et que les mecs se respectent, mais j'ai- je, je respecterais vraiment si je vois qu'il est lui-même contre les Lakers et contre LeBron en particulier. Oui, Tu parce vois? qu'au final, c'est un peu comme si Rodman et Karl Malone, comme si Rodman, d'un coup, voilà, il joue Karl Malone, ils sont super potes et ils décident d'arrêter de le saouler à chaque possession. Je pense que Draymond, c'est aussi ce qui fait sa force, d'être désagréable, en fait, Bien sur un sûr. terrain. Ça fait partie de son personnage. Ça nourrit les Warriors, son énergie nourrit les Warriors. Il a besoin de sentir une rivalité, il a besoin de Mm. détester. Tu vois, il avait tout le respect du monde pour Fox, et je pense pour les Kings, mais il a été pris dans un espèce de truc avec Sabonis. Alors, il a pris un match de suspension, mais je pense que derrière, il a faim, en fait, Draymond. Bah, Draymond, il a faim, tu vois. Et t'as vu après ce le qu'il a Game dit? 4, quand il revient, il Ouais. a faim. T'as vu ce qu'il a dit sur Sabonis après? Il a dit il est pas venu me serrer la main, j'ai perdu tout respect pour lui. Ces choses-là, blablabla. Enfin, Draymond qui donne des leçons de savoir-vivre sur le terrain, c'est quand même marrant. Mais il a besoin de ça, Draymond, tu vois. Voilà, mais ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai envie de le voir être, désolé enfin, d'être une pourriture sur le terrain, et même si c'est avec LeBron, enfin les Warriors ont besoin de ce Draymond-là. Si c'est le Draymond un peu en retenue, qu'on a parfois vu sur les périodes quelques petites périodes de sa carrière où il était moins bien, où il a lui-même dit qu'il sentait qu'il avait besoin de challenge et qu'il n'était pas fait pour jouer le bas de tableau, tout ça. Voilà, j'ai juste envie de le voir être à la fois un défenseur impitoyable, méchant, bête, ce que tu veux parfois, mais incroyablement fort et intelligent dans ce qu'il fait, sans qu'on ait l'impression qu'il fasse place nette à LeBron pour accomplir la prophétie qu'il arrête pas de déclamer partout. Ouais, LeBron c'est le GOAT, je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'il est là, il est en pleine carrière et il joue pour un mec qui est quasiment sur le même plan que LeBron historiquement. Donc je sais pas, c'est très curieux. Ça fait quelques années que c'est comme ça que j'ai cette vibe bizarre qui fait que je me suis toujours demandé justement s'ils devaient s'affronter à nouveau avec ce contexte d'amitié. Est-ce Ouais, que, qu'est-ce que ça donnerait, ouais. voilà, donc là, moi, c'est vraiment ce que je vais surveiller de près. Alors, c'est pas un truc qui va être caché. Hein. Draymond, il a du Ouais. mal à pas être pris C'est par un la patrouille quand il compétiteur. fait. Voilà. C'est un compétiteur, Draymond. J'ose espérer, moi aussi, que son instinct de compétition est tellement élevé qu'une fois l'entre-deux donné, le gars oublie tout le reste et fasse du Draymond. En tout cas, les Warriors en auront besoin. Tu as toujours besoin d'un grand Draymond pour passer. Je pense qu'il va revenir dans le 5 d'ailleurs sur cette série. Je pense qu'ils vont pas avoir le choix là contre Anthony Davis. Il va Ah ouais. falloir jouer avec Draymond Green et Kevin Looney. Ouais. Ils vont devoir repasser sur leur 5 habituel. Petite question sur les Warriors. Donc, ils ont lutté contre les Kings, même si je trouve qu'il y a eu deux séries dans cette série. Mm. Je trouve qu'il y a eu la série où les deux premiers matchs, où là, du coup, tu peux te dire qu'ils perdent 2-0. Et après, il y a la série des 5 suivants, où du coup, celle-là, ils la gagnent 4-1.
si je peux me permettre. C'est un peu bizarre de disséquer ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, après les 2 premiers, ils se sont rendus compte que, en fait, non, il faut qu'on joue au basket. Faut qu'on se délaisse, faut qu'on arrête de faire semblant ou de manquer d'envie, parce que c'était un vrai problème à Golden State. Et à partir du moment où ils jouent au basket, alors oui, ils en perdent un, ils perdent quand même le Game 6 avec une super victoire des Kings, mais ils en gagnent 4 sur 5. Est-ce que les Warriors seraient pas à nouveau parmi les vrais prétendants au titre? On parle souvent, Ah, si. on avait fait ces histoires de tier list. Est-ce que les Warriors, ça serait pas revenu dans du bon S-tier ou juste en dessous à tier plus? Ah, si, ils sont repassés, enfin, je pense qu'ils sont repassés dans les ultras prétendants. C'est obligatoire par la force des choses. Parce que euh, à partir du moment où Stephen Curry est capable de refaire des matchs décisifs comme il a fait là, enfin, le simple fait qu'il soit encore capable de faire ça, pour moi, c'est l'argument, c'est une attaque à lui seul. Enfin, Ouais. ça justifie le fait qu'il soit parmi les favoris. Ils ont gagné l'année dernière avec la même équipe. Et il a pris les devants avec ce fameux discours qui montre qu'il n'est pas satisfait encore de sa carrière. Il pourrait se dire, ah, ça y est, c'est bon, j'ai regagné une fois, on est vraiment une dynastie, au pire, on perd là, c'est pas très grave. Non, le fait qu'il ait pris les devants, qu'il n'en ait pas dormi la nuit, pour moi, ça montre qu'il est encore qu'il a très faim. Tu vois, cet appétit dont tu parlais tout à l'heure, Curry est là encore. Et on s'est demandé pendant la saison s'ils avaient encore cette détermination, cet appétit qui était un peu cette soif de revanche du fait qu'on les ait laissés un peu de côté en disant bon ça y est les Warriors ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, ça va être le déclin petit à petit. Le simple fait que Curry soit dans ces dispositions-là, mentales, techniques, physiques, et qu'il y ait de la marge de progression chez ces Warriors, ouais, c'est évidemment un des favoris, un des grands favoris parmi les équipes qui restent. Tout à l'heure, tu citais Denver, que voilà, j'ai toujours mis dans les gros favoris parce que ils se connaissent, tout ça. Voilà, Denver, Golden State à l'ouest, et ça fait partie les Warriors sont incontestables de ce côté-là, c'est sûr. Non, je te rejoins. Moi aussi, je pense que là, il y a quelque chose quand même aussi. Et puis, passer de cette manière, tu sais, où t'as vu la mort, quoi. Tu vois, Ah ouais. t'as vu la lumière au bout. Non, mais la mort basket, sportive, quoi. La mort sportive. Mm. T'as vu l'élimination, la lumière au bout du tunnel, puis t'as réussi à t'en sortir derrière. Je pense que ça peut leur donner enfin ce sentiment d'urgence, en fait. Mais t'as Les raison par Américains, contre, ils aiment bien ça, tu vois. t'as raison pour le côté mort sportif parce que c'est pas juste une défaite au premier tour, c'est-à-dire que derrière t'as tout le monde qui aurait dit ça y est c'est la fin, il faut tourner la page, qu'est-ce qu'il faut faire autour de Draymond, Ouais, qu'est-ce que tu fais même de clé? Jordan Poole, Clay, voilà, il serait passé, on l'avait déjà évoqué ce risque-là de toute façon, on s'est un peu projeté, c'est un danger. Là avec la manière dont ils sont passés et à moins qu'ils soient ridicules contre les Lakers. Ils peuvent se dire encore, ah, il nous a pas manqué grand-chose, on peut remettre ça l'année prochaine. Tu vois. Ils peuvent encore théoriquement se le dire. S'ils étaient sortis contre les Kings, ouais, voilà. Donc le sentiment d'urgence dont tu parles, oui, il était réel. Ouais, et là, je pense que ça leur permet de se rendre compte qu'il va falloir jouer chaque match à fond, quoi. Euh, Ça peut peut-être les réinvestir de cette mission qu'il y avait l'an dernier, au final. Alors oui, il n'y a plus autoporteur dans cette équipe, mais l'équipe est quand même, je pense, assez forte. Je trouve que Dante DiVincenzo, ça s'intègre bien. Jonathan Kuminga, par moment, Gary Payton est revenu. Moses Moody, je le trouve très intéressant. Honnêtement, je pense qu'il mérite vraiment d'avoir plus de minutes. Ouais, c'est ce que tu disais. On a commencé à le Il voir fait un du petit peu bien. là. On a Ouais. commencé à le voir sur le dernier match. Autant Poole qui est toujours aussi un peu erratique parfois dans ce qu'il fait. Et en plus, Ronchon, c'est- il n'est pas facile au niveau caractère. C'est pas toujours simple. Et il fait partie des joueurs qui étaient frustrés hein, dans l'article dont je parlais tout à l'heure où on a appris le speech de Curry. Il a demandé aux gars de mettre leur rancœur de côté, leur grief de côté. Et Poole fait partie de cela parce que je pense je sais pas s'il estime que son utilisation ou ses minutes ou il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas satisfait. Et on a vu qu'il commençait à responsabiliser Moody et ça a été intéressant. Ce sera peut-être le cas avec Kuminga qui est lui aussi un peu en manque de temps de jeu par rapport à ce qu'il avait en saison régulière. Ils ont de quoi faire, montrer des choses, utiliser des choses différentes par rapport à la série précédente aussi. D'ailleurs, c'est un point qui va être aussi intéressant sur cette série, c'est les minutes sans Curry. Parce qu'en fait, les Lakers, pour revenir un peu sur les Lakers, ils savent gérer plus ou moins les minutes sans LeBron, ce qui n'a vraiment pas toujours été le cas des équipes de LeBron James. Mais là, en fait,
je me dis que les matchs de cette série seront vraiment intéressants, même dans les, tu sais, les temps un peu mous où les starters sortent, fin de premier quart-temps, au début du deuxième. Tu as quelques minutes parfois un peu molles. En fait, ces Ouais. minutes seront vraiment intéressantes. Il y aura vraiment une bataille, en gros. Je trouve que le banc des Warriors, même s'il est moins fort que à d'autres moments au cours de cette dynastie et de cette rivalité, notamment Curry-LeBron, il y a quand même un banc que je trouve plutôt sympathique. Et le banc des Lakers, je le trouve vraiment fort. Mm. Schroeder a été passé à côté de sa série, mais bon, Schroeder est capable de sortir ses matchs. Malik Beasley est aussi passé à côté de sa série, mais il peut mettre des shoots. Il y a Jared Vanderbilt, que je trouve cool. Hachimura a été très bon. Ouais. Il y aura une petite bataille des bancs qui peut être intéressante et qui, pour le coup, peut tourner à la. En tout cas, pour Los Angeles, c'est vraiment des moments à cibler, je pense. Des moments à cibler pour passer devant, pousser les Warriors à chaque fois sortir des gros troisième cartons, essayer de les fatiguer comme ça, pousser Steve Kerr à relancer plus vite ses stars. Et, ça peut être une clé de la série aussi, je pense. C'est là que je me dis que c'est vraiment une aubaine que les Warriors aient pu faire revenir Gary Payton, parce que Ouais. là, franchement, il serait pas là, je me dirais. Le banc, il manque quand même de quelque chose, de ce petit Ouais. facteur, tu vois, ce facteur énergie, grosse défense, et le mec qui va jamais rater les opportunités de panier qu'il aura. Ouais, le banc des Lakers, il me semble plus irrégulier, tu vois. Là, même contre Memphis, il y a des matchs où c'était quand même pas fou. C'est des joueurs, Ouais, c'est des ouais. joueurs, non, mais c'est des joueurs un peu pile ou face selon les C'est moments. un peu aléatoire. Ouais. Ouais, s'ils sont en confiance, Malik Beasley va te mettre un match avec 8 paniers à 3 points et tu vas pas comprendre ce qui se passe. Et Schroeder, il y a un match où il va devenir un mix de prime Rajon Rondo et je sais pas quel autre arrière qui shooterait correctement. Donc un mix de plein de trucs positifs. C'est des mecs qui ont une confiance en eux qui est un peu irrationnelle, les mecs comme Schroeder et Beasley. C'est pour ça que si l'équipe tourne bien et qu'ils sont en confiance, le banc est vraiment pas vilain. Hachimura est plus intéressant, il apporte plus encore que ce que je pensais, parce que ces matchs à 20 points même plus contre Memphis ont été précieux. À voir. Parmi les recrues des Lakers, ouais, Vanderbilt va être intéressant à observer sur ce qui sera capable de défendre à forte intensité aussi tout le temps, d'apporter un peu d'adresse. Non, il y a plein de choses intéressantes qui font que tu peux pas dire formellement, je pense, tu peux pas dire ouais, ça y est, les Warriors ont passé le plus difficile, le style de jeu leur convient, ils vont forcément gagner tranquille. Et tu peux pas non plus exclure que ça se passe. Donc c'est très très imprévisible à l'image de ces playoffs de toute façon. Il y a juste j'aimerais peut-être finir là-dessus, parce qu'on a parlé, tu sais, enfin, c'est toi qui avais lancé ça, et à juste titre, un peu le passage de témoin qu'il y a eu un moment, tu sais, entre LeBron et Curry. Ouais. Quand Curry devient MVP, ça devient le joueur le plus populaire de la ligue, joueur qui était LeBron James. Mm. Ce que je trouve très fort avec les deux, en fait, derrière leur rivalité ou quoi que ce soit, derrière leurs affrontements, c'est qu'au final, au final, j'ai l'impression que les deux ont été les modèles de cette génération, d'une manière différente. Bon, LeBron l'a été aussi d'une autre génération, parce qu'il est là depuis tellement longtemps, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à coexister. Tu vois, je me dis, si dans 20 ans on se pose sur ces années-là, je retiendrai peut-être autant LeBron que Curry, en fait. Les C'est deux ça, ont révolutionné le basket plus que c'était pas, n'importe quel autre joueur. c'était pas gagné, hein. C'est C'était ça pas qui est fou. gagné. Parce que le truc, c'est que Curry, il a changé le jeu, quoi. Il a changé le basket. Je sais pas si LeBron Mais a LeBron changé. aussi, bah, d'une- d'une certaine manière, Pour moi, différemment. pour moi, enfin, je veux dire, c'est deux génies du basket. C'est pas juste un phénomène athlétique contre un shooter incroyable. Pour moi, c'est deux génies qui comprennent absolument tout ce qui se passe sur le terrain, dont l'intelligence, le fameux QI basket. Je pense que c'est quasiment. J'ai l'impression que c'est presque les deux plus gros QI basket de la ligue. En fait, c'est fou de se dire Ouais, ça, parce que il y a il y moyen. en a, il y en a un qui est peut-être le plus bel athlète qui ait jamais eu en NBA, ou un des deux, trois plus beaux athlètes, presque tous sports confondus. Enfin, c'est un prototype, LeBron, c'est invraisemblable. Et à côté, un type qui est le meilleur shooter de tous les temps, et qu'on peut même pas limiter à ça, tellement là, on le voit je veux dire, sur les derniers matchs. La variété qu'il a apporté à son jeu offensif, sa qualité technique dans les drives à la finition, son leadership. Et pareil, Curry, quand
quand il parle de juste strictement de jeu, de stratégie et tout ça, tu sens que le mec, il a 3 temps d'avance. C'est un trait qui est propre à LeBron depuis des années. Hein. Il est réputé pour ça. Il se souvient d'actions. Tu lui dis demi-finale de conférence, Game 6, il reste 3 minutes à jouer contre telle équipe. Il va sortir tous les mecs qui étaient là même sur le banc. Non, mais le mec se rappelle exactement de ce qu'il y avait sur le terrain, de l'action en question. Enfin, ça, c'est une preuve c'est de la mémoire photographique quasi. Donc pour moi, c'est des génies. Juste, après, c'est peut-être de la sensibilité personnelle. Je trouve juste que Curry a plus transformé le jeu, en bien ou pas d'ailleurs. Hein. Je veux dire, plein de coachs d'équipes de jeunes aujourd'hui qui le maudissent parce que leurs gamins veulent tirer de super loin en pensant que c'est comme ça qu'il faut forcément jouer au basket. Le jeu de LeBron est peut-être presque encore plus complexe à reproduire. J'allais dire, c'est plus dur d'imiter LeBron parce que c'est plus dur. Enfin, tu peux pas avoir le physique de LeBron, c'est pas donné à tout le monde. Tu peux pas copier la taille, ouais. Ce qui est vrai, c'est que c'est deux génies et je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir avoir encore une série entre les deux. Donc, c'était pas gagné. Hein. Ouais, ça va être un vrai plaisir à suivre. Le premier match d'ailleurs est ce soir, hein, mardi. Donc on est mardi, le premier match ce soir, le Game 1 entre les Lakers et les Warriors à Golden State. Je trouve ça très drôle qu'au final, sur le 6e contre le 7e, tu as l'avantage du terrain, mais en étant 6e. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour Golden State. Ça va être une série qu'on va évidemment suivre avec attention. N'oublie pas, tous les matins, on la débriefera ensemble, celle-là, puis toutes les autres, avec le CQFR le matin. On se retrouvera aussi pour d'autres podcasts. Et ce soir, Late Session, hein, décidément, Shai, on ne se quitte pas aujourd'hui. On est coloc. Podcast et Late Session ce soir. On n'a pas vraiment de thème encore pour ce soir, on ne vous ment pas. Hein, donc, n'hésitez pas à passer dans le chat, à donner vos suggestions, même là en commentaire YouTube, et à nous retrouver sur Twitch et sur basketsession.com. On va s'arrêter là pour maintenant, puis on se retrouve tout à l'heure. Yes, à tout à l'heure, Antoine. Ciao à toutes. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.